Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses du big data pour découvrir son épine dorsale, ce qui fait que tout tient debout. On s'est déjà posé la question, non? Comment des géants comme Google ou Meta font pour gérer des exaoctets de données? C'est un volume tellement délirant qu'aucun ordinateur, même le plus puissant du monde, ne pourrait tout contenir. Alors, c'est quoi leur secret? Eh bien, la solution, ce n'est pas juste d'empiler des disques durs toujours plus gros. Non, c'est bien plus intelligent que ça. Il a fallu repenser entièrement la façon même de concevoir le stockage. Commençons par le début, le problème de l'explosion des données. Pour bien comprendre la solution, il faut saisir l'ampleur du défi. On est littéralement noyé sous un déluge d'informations et les méthodes traditionnelles, elles ne suivent plus du tout. Le souci avec les systèmes de fichiers classiques, c'est qu'ils sont conçus pour une seule machine. C'est leur limite fondamentale. Imaginez essayer de faire tenir un fichier qui pèse 1 pétaoctet sur un seul ordinateur. C'est physiquement impossible. C'est là qu'on se rend compte qu'il faut d'une approche radicalement différente, une approche distribuée. Et cette fameuse solution, elle a un nom, HDFS, pour Hadoop Distributed File System. Pour bien piger le concept, on va utiliser une analogie tout au long de cette explication. Imaginez HDFS comme une bibliothèque absolument colossale. Donc HDFS, qu'est-ce que c'est? C'est un système de fichiers conçu pour fonctionner sur un cluster, c'est-à-dire un groupe de serveurs tout à fait standard du matériel peu coûteux. Le tour de magie, c'est que pour l'utilisateur, tout ça se présente comme un seul et unique disque dur géant. L'idée de génie qui vient du Google File System à l'origine, c'est exactement ça, prendre plein de machines ordinaires et les faire travailler ensemble pour créer un monstre de stockage. Retenez bien cette image. Une immense bibliothèque numérique, faite pour des livres gigantesques, et qui, en plus, est capable de se réparer toute seule. C'est cette analogie qui va nous servir de fil rouge. Attention, HDFS, c'est un spécialiste. Il est crucial de comprendre pourquoi il est fait et pourquoi il n'est pas fait. Il est parfait pour stocker des fichiers énormes, on parle de centaines de mégas, voire de gigas ou de téras. Il est excellent pour ce qu'on appelle l'écriture unique à lecture multiple. Et son point fort, c'est le débit, la vitesse de transfert brut. Par contre, il est très mauvais pour gérer des millions de petits fichiers ou pour des accès qui exigent une réponse immédiate. Pour ça, il y a d'autres outils. Bon, maintenant qu'on a posé les bases de notre bibliothèque, qui s'en occupe? L'architecture HDFS repose sur deux rôles principaux. Faisons connaissance avec l'équipe de gestion. En premier lieu, il y a le maître, le grand patron, le namanode. C'est notre bibliothécaire en chef. C'est lui, le cerveau de toute l'opération. Il ne stocke aucune donnée lui-même, pas une seule page de livre. En revanche, il sait absolument tout. Il gère le catalogue complet, où se trouve chaque morceau de chaque fichier. Et puis il y a les travailleurs, les ouvriers, les datanodes. Eux, ce sont nos étagères. Il y en a des centaines, voire des milliers. Ce sont eux qui stockent physiquement les données. Leur boulot est simple, conserver les données et faire un rapport régulier au bibliothécaire pour lui dire que tout va bien. Alors comment on gère un fichier de plusieurs téraoctets? HDFS ne le traite pas d'un seul coup. Il le découpe en morceaux de taille fixe qu'on appelle des blocs. Si on reprend notre analogie, ce sont tout simplement les chapitres de notre livre. Et ces chapitres, ces blocs, ils sont volontairement très gros. La taille par défaut, c'est 128 mégaoctets. C'est énorme comparé aux quelques kilooctets des systèmes classiques. Et pourquoi si gros? Pour l'efficacité. L'idée, c'est de passer le plus de temps possible à lire la donnée et le moins de temps possible à la chercher sur le disque. C'est ça qui optimise la vitesse de transfert. Ok, on a les bibliothécaires, les étagères et les chapitres. Voyons maintenant en pratique comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'on range un livre dans la bibliothèque et comment on le récupère? En d'autres termes, comment ça se passe, l'écriture et la lecture? Alors, pour écrire un fichier, c'est une chorégraphie bien rodée. D'abord, on va voir le bibliothécaire, le naménode. On lui demande la permission de créer un nouveau fichier. Il nous répond en nous donnant une liste d'étagères disponibles. Ensuite, attention, on n'envoie pas les données au bibliothécaire, on les envoie directement à la première étagère. Et là, c'est elle qui se charge de faire des photocopies et de les transmettre aux autres étagères. Une fois que tout est bien stocké, on prévient le bibliothécaire que le travail est terminé. Pour la lecture, c'est encore plus direct. On retourne voir le bibliothécaire et on lui demande la carte. Où sont tous les chapitres de ce livre? Il nous donne la liste de toutes les étagères concernées en nous indiquant les plus proches. À partir de là, on n'a plus besoin de lui. On va directement lire les données sur les étagères, en parallèle si possible. C'est extrêmement efficace. On en arrive à ce qui est sans doute la caractéristique la plus importante de HDFS. Rappelez-vous, on est sur du matériel bon marché. Donc les pannes, ce n'est pas juste une possibilité, c'est une certitude. Le système est conçu en partant de ce principe. Et comment il fait pour survivre? La réponse est simple, mais incroyablement efficace, la réplication. Par défaut, chaque bloc, chaque chapitre de notre livre est copié 3 fois. Ces 3 copies sont stockées sur 3 machines différentes.
C'est la pierre angulaire de sa fiabilité. Si une étagère prend feu, il reste 2 autres copies intactes ailleurs. Et ce placement n'est pas fait au hasard. HDFS est intelligent, il a ce qu'on appelle la conscience des baies, ou rack awareness. Il sait comment les serveurs sont rangés physiquement. Donc il va mettre 2 copies dans la même baie de serveur, mais sur des machines différentes, et la 3e copie, il va la placer dans une baie complètement différente. Comme ça, même si toute une baie tombe en panne, les données sont toujours en sécurité. Évidemment, cette triple sécurité a un prix. Pour stocker 1 Tera de données, il faut en réalité 3 Tera d'espace disque. C'est un surcoût de 200%, ce qui n'est pas négligeable. Heureusement, depuis Hadoop 3.0, il existe une alternative plus moderne. Cette alternative, c'est le codage d'effacement, ou eraser coding. L'approche est plus mathématique. Au lieu de faire des copies complètes, on découpe les données et on ajoute des blocs de parité. Ces blocs de parité permettent, par le calcul, de reconstruire n'importe quel bloc manquant. C'est le même principe que les systèmes RAD, mais appliqué au big data. Et la différence est spectaculaire. Regardez ce graphique. Pour un fichier de 6 blocs, la réplication classique nous coûte 18 blocs de stockage au total. Avec une configuration standard d'Eraser coding, on stocke nos 6 blocs de données plus 3 blocs de parité, soit 9 blocs au total. On divise par 2 l'espace de stockage nécessaire. Le surcoût passe de 200% à seulement 50%, pour le même niveau de protection. Alors, avec l'arrivée du cloud et de plein d'autres technologies, est-ce que HDFS a encore sa place aujourd'hui? La réponse c'est oui, et son héritage est absolument fondamental. Pour résumer, HDFS a été le socle qui a rendu le big data possible. Il a prouvé qu'on pouvait stocker des quantités quasi infinies de données de manière fiable et économique sur du matériel standard. Il a défini les règles du jeu pour le traitement de données à grande échelle, en privilégiant le débit. Et c'est sur cette fondation que des outils comme MapReduce et surtout Spark ont pu se développer. HDFS a été le roi du traitement par lot, le fameux batch processing. Mais le monde d'aujourd'hui exige de plus en plus de temps réel, d'instantanéité. La grande question maintenant, c'est de savoir comment ces principes de stockage distribué vont évoluer pour répondre à ce nouveau défi. Quel sera le prochain chapitre de notre bibliothèque numérique? L'histoire est loin d'être terminée.